La question, c'est comment on habite le monde et comment on vit avec autrui, humain et non humain. C'est quoi les rapports qu'on entretient entre vivants ? Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jade Verda. Cofondatrice du collectif Minuit 12, Jade utilise la danse comme vecteur d'émotion pour sensibiliser aux enjeux écologiques et sociaux. Alors que les messages d'urgence s'accumulent et que les arguments chiffrés et scientifiques ne sont pas suffisamment entendus, Jade a choisi d'utiliser son corps pour exprimer autrement une même réalité. Libre et indépendante, Jade s'engage pour rassembler les artistes autour d'un même but. Faire prendre conscience qu'il faut agir, tout en dénonçant ceux qui mettent largement en péril l'habitabilité de notre planète. Dans cet épisode, nous parlons de sensibilité, d'art comme levier d'action ou encore de la place du corps et de l'humain au sein de la nature. Alors que tout semble nous condamner à la résignation, l'art, au contraire, nous permet de nous lever et d'avancer avec l'espoir d'un futur désirable. Aujourd'hui, nous recevons Jade Verda. Alors Jade, nous allons commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, enchantée. Donc, je m'appelle Jade Verda, je suis artiste plasticienne et chorégraphe. J'ai 25 ans et j'ai notamment cofondé un collectif artistique et militant qui s'appelle Minuit 12. On pourrait commencer tout simplement par Minuit 12. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots ? Ouais, Minuit 12, c'est un collectif qu'on a monté en 2021 avec Justine Sen et Pauline Lida, qui sont des danseuses, des artistes et des amis. Et en fait, ça s'est fait de manière assez spontanée, mais on s'est juste mis à se réunir pour créer sur les sujets qui nous intéressaient. Donc au début sur l'eau, on a créé un compte environnemental sur l'eau. Et en fait, on s'est mis à faire de plus en plus de productions sur mais le climat, la biodiversité, enfin sur l'effondrement de la vie sur Terre, et tout simplement. Et du coup, on a créé ce collectif qui n'est pas une compagnie de danse, parce que ça pourrait l'être, parce qu'en soi, on fait essentiellement de la danse, mais parce qu'on a vraiment cette vocation pluridisciplinaire et de réunir des artistes qui utilisent le corps et, on va dire, la matérialité pour parler de biodiversité, d'écologie. Mais ça se veut assez ouvert et assez qui rompt les frontières, et notamment la frontière entre ce qui est artistique et ce qui est militant. Et donc nous, on essaye de créer une continuité entre nos studios de danse, le théâtre et la rue. Donc on fait aussi des actions militantes par la danse. Est-ce que tu as un exemple récemment ? Ouais. Plein d'exemples. On fait, par exemple, on a commencé les actions militantes vraiment sous ce format-là en dansant devant la tour de Total contre le projet ECOP. Et là, on avait fait un appel à danseurs et on a créé une choré. Ça se fait de manière très rapide à chaque fois. Le but, c'est de faire une performance qui a été aussi diffusée sous format vidéo et qui a vraiment beaucoup tourné parce que, en fait, je pense que les gens sont attirés par la danse, mais du coup, ils restent sur la vidéo et ils écoutent le propos des activistes. En l'occurrence, c'était des activistes ougandais qui expliquaient du coup le problème de ECOP. Après, on a fait aussi, nous, on a créé carrément un événement. En fait, on a créé une marche artistique pour le climat qui s'appelle la Magma, où en fait, c'est comme une marche, quoi. On déambule, sauf qu'on s'arrête et il y a des performances artistiques et c'est que des artistes engagés. Enfin, c'est nous qui avons choisi les artistes. Et on a fait une performance là avec presque 100 danseurs et danseuses. Et récemment, on en a refait une aussi devant le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville. Et on a fait une création avec 75 danseurs, danseuses, et c'était sur les forêts, le lien entre les végétaux et tout. Ok. On essaye d'habiter l'espace public. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport au cheminement qui t'a mené à créer le collectif Minuit 12 ? Ouais, le cheminement, il est à la fois très long et hyper hasardeux, on va dire. Long parce que en fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse au climat, à l'écologie, enfin depuis au moins le lycée. Et sauf que moi, mes moyens d'expression, ça a toujours été la création artistique. Et depuis longtemps, j'ai voulu lier les deux, mais trouver le format et la manière de le faire, c'est hyper difficile. Trouver la manière de un peu t'exprimer justement sur le sujet, de pas faire des créations qui soient hyper clichés, hyper drama, ou enfin, je sais pas, des trucs qui te plaisent pas, quoi. Donc ça met du temps aussi, parce que t'as le développement de ce qui
ce que t'aimes faire artistiquement. Et après, le collectif, au final, ça s'est fait de manière hasardeuse parce que ça a commencé juste, c'est une bande de potes, de danseuses qui se disent, bah, on veut faire une pièce longue parce ça faisait longtemps qu'on créait ensemble. Et on se dit, bon, bah, quel sujet nous intéresse? On se réunit, on travaille sur l'eau, mais en soi, on s'est pas dit, on veut créer un collectif artistique et militant. C'est juste que forcément, c'est ces sujets-là qui nous intéressent, donc, bah, on traite de ça, mais voilà. Et après, en fait, après, on a commencé à être contacté par des activistes, par des ONG qui, en fait, sont en besoin aussi, en demande de renouveler les formes d'action et les formes de militantisme et de toucher d'autres publics, parce que parfois, il y a des gens que ça touche pas, les formes de militantisme un peu traditionnelles. Et donc, on a commencé à faire d'autres trucs, puis c'est toujours un peu avec tes potes, je pense, tu te chauffes toujours sur des projets, quoi. Enfin, tu commences un truc et tu te dis, en vrai, on va faire ça, et ben, enfin, voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc la problématique environnementale est quand même au cœur de ce collectif. D'où est venue cette envie de t'intéresser à ces questions écologiques? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été un déclic pour toi? Il y a pas un déclic, on parle souvent de prise de conscience comme si du jour au lendemain on se réveillait et ça y est, on est conscient. Je pense que ce qu'on appelle prise de conscience, c'est plutôt des échelons progressifs, mais qui sont pas de manière croissante, parce que parfois on va être, tu vois, on va avoir des phases, quoi, pendant 6 mois, 1 an, on va être à fond sur les sujets, je sais pas, énergétiques, puis après on va être à fond sur l'océan, puis un peu moins, en fait, on est concentré sur d'autres choses dans la vie, genre. Donc c'est un peu plus fluctuant. Mais moi, ça a commencé, je pense, collège, lycée. En fait, je pense que ça a commencé un peu pour une histoire un peu d'amour et d'enfant aussi. J'habitais à côté d'une forêt et mon amoureux il habitait de l'autre côté de la forêt et du coup on se rejoignait et on construisait une cabane un peu illégale dans la forêt. Et lui c'était un peu un idéaliste. Il avait un jardin. Enfin moi j'habitais en appartement donc j'avais pas de jardin. Mais du coup il commençait à faire un peu des potagers et à s'intéresser aux abeilles, du coup à se former, à faire de l'apiculture. Donc moi j'ai commencé à m'intéresser et j'étais passionnée de philo, donc je lisais beaucoup de philo sur ça, sur enfin Arnaès, Jonas, enfin tous les grands philosophes environnementaux, on va dire. Et en fait au lycée c'était la COP 21 quand j'étais, je sais plus trop, en première ou en terminale. Et du coup forcément je lisais beaucoup sur le sujet et j'ai changé d'orientation aussi pour ça, parce que je voulais faire une école d'art. Moi, j'étais hyper sûre de ce que je voulais faire. C'était carré et tout. Et en fait, je me suis dit, peut-être à tort, mais en vrai, je me suis dit, si je suis designer, bah, peut-être que je pourrais pas changer grand-chose et que j'ai besoin de connaître plus la structure de la société, qui prend les décisions, pourquoi ça bouge pas, enfin, comment ça fonctionne, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des études plus académiques de philo et de sciences politiques, mais au final, je suis revenue à mes premiers amours et à la création artistique. Et je suppose que durant tes études, tu n'as jamais coupé le lien avec le vecteur artistique. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ton rapport à l'art, comment ça s'est venu? Aucune idée. Ça, vraiment, je n'ai aucune idée parce que personne dans ma famille fait de l'art. Enfin, tout le monde est sportif dans ma famille. Donc je sais pas, j'ai toujours été un peu un ovni à créer des trucs. Je pense que c'est venu parce que ma mère, on avait interdiction de lui offrir des choses et on avait le droit que de lui créer des trucs comme pour ses cadeaux d'anniversaire, pour Noël, pour la fête des mères. Et du coup, bah forcément, en 18 ans de carrière, il faut se renouveler chaque année, chaque événement. Donc je pense que ça stimule un peu la créativité. Non, j'en sais rien. Mais après, je pense qu'il y a une forme de pudeur quand tu un peu pudique avec les mots ou que un peu t'aimes la nuance aussi. Bah, l'expression artistique, elle permet de apporter cette nuance que parfois on trouve pas dans les mots. Et l'expression corporelle au travers de la danse, c'est aussi c'est Ouais. ton moyen artistique, parce que tu as dit aussi que tu étais artiste plasticienne. Est-ce que tu as un vecteur privilégié et pourquoi avoir choisi le vecteur corporel? Ouais, mais parce que pour moi, c'est plus simple de parler avec le corps qu'avec les mots. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être le sport, enfin le fait que j'ai fait tout le temps beaucoup de sport et que du coup c'est plus simple comme médium d'expression. Et après du coup en philo, je travaille exactement sur le même sujet, donc sur le corps, mais même la matérialité et l'écologie et quel est le lien entre les deux. Et enfin je sais pas. En fait, avec l'indicible, j'ai l'impression que tout ce qui est charnel permet beaucoup plus de dire les choses. Donc voilà, je continue de travailler sur ça. Est-ce que avec ton art, avec la danse, tu tentes de proposer un autre rapport au monde qui s'inscrit beaucoup plus dans le sensible? Selon toi, est-ce que c'est la voie qu'il faut emprunter aujourd'hui? Oui, en fait, ça part quand même d'une conviction que dans les sociétés occidentales, on est convaincu que bon, déjà il y a un dualisme,
esprit-corps et que l'esprit c'est la raison et que le corps c'est le sensible, c'est la corruption, c'est c'est ce qui est dénué de raison. Or, moi, je pense qu'il y a vraiment une connaissance par le corps et une connaissance par le sensible qu'on ne peut pas atteindre par la raison et qu'en fait, ça ne résonne pas en termes de dualité. C'est que même quand on raisonne dans l'esprit, on raisonne toujours par notre état physique et par l'état d'interaction avec le monde et autrui. Donc ça part de cette conviction et du coup, après, quand tu vas dans quelque chose de plus concret, c'est simplement en fait, on part tous dans des endroits de recherche et de travaux parce que on a un lien affectif. Quand on parle, par exemple, je sais pas, avec des climatologues, avec des glaciologues, pourquoi ils ont choisi ce métier, c'est parce que ils aiment le froid, ils aiment les glaciers, ils aiment skier. Enfin, ils commencent par ça, mais parce qu'ils aiment cet endroit-là. Et du coup, ils vont commencer à s'y intéresser et à faire cette recherche. Mais la recherche, elle est toujours située dans notre expérience. Et, hum, et après, du coup, il y a cette réflexion sur, on protège que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Et ça, je pense que c'est impossible à palper avec des chiffres, hein. Par exemple, sur le climat, déjà, la question, elle tourne beaucoup autour de la question énergétique en ce moment. Mais c'est très chiffré, c'est très rationalisé. Et quand on parle d'émotion et corporelle, c'est pas juste un truc un peu mon émotion individuelle, comment je me sens. C'est pas juste spirituel, même si c'est important. C'est vraiment une question de conscience profonde de la place qu'on a dans le monde et je sais pas, moi j'ai grandi à côté d'une forêt et j'aimerais pas qu'elle soit détruite et en fait ça se trouve je me suis jamais engagée, mais à partir du moment où il y a des tractopelles qui vont débarquer dans la forêt, je vais me mobiliser. Donc ça crée le sentiment de scandale, il naît forcément d'une émotion et d'un lien intime, et je pense qu'il y a la même chose chez les glaciologues. Et malgré tout, l'idée d'objectivité scientifique et tout ça, et en fait, c'est pas du tout incompatible. On peut très bien faire quelque chose de très bon scientifiquement et mettre totalement de l'affect dans ce qu'on fait et totalement être désespéré quand on est climatologue et glaciologue de ce qui est en train de se passer. Et est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu ressens quand tu danses? Quand je danse, il y a plusieurs situations de danse. Par exemple, si je danse en action militante, en vrai, je suis plus en mode gestion dans ma tête, parce que il y a plein de galères à gérer. Il y a peut-être la police qui va embarquer la sono. Est-ce que la caméra elle est au bon endroit? Enfin voilà. Donc c'est on va dire de l'efficacité. Après, quand je danse sur scène, du coup, avec mes potes. La danse, mais c'est pareil dans tous les sports, je pense, c'est la sensation du geste parfait. Et tu l'as pas toujours, parfois tu fais ta choré, ça va, c'est bien, ça s'est bien passé, le public, c'est bien, mais t'as pas senti le truc. Mais parfois, tu sens vraiment que c'est aligné, que tu te comprends. Et nous, par exemple, on fait beaucoup d'improvisation. Et ça, c'est incroyable parce que parfois, on peut danser pendant 2 minutes, les gens ont l'impression qu'on a chorégraphié quelque chose alors qu'on n'a pas du tout chorégraphié et que juste on se sent, on se comprend. Enfin, c'est vraiment une interaction avec le corps de l'autre et une habitude au corps de l'autre. Et ça, j'aime trop cette sensation où tu sens que tout est fluide. Et c'est pareil seul, du coup, parce que quand tu fais de l'impro, moi, du coup, je cherche beaucoup par l'impro. Il y a vraiment un moment où tu sens que ton mouvement, il est parfaitement sur la musique et qu'il y a enfin, je sais pas, il y a une logique, un enchaînement. C'est vraiment perdre le fil et reconnecter. Et c'est un peu pareil qu'avec cette idée de conscience. Tu vois, c'est pas juste tout le temps t'es conscient ou tout le temps t'es sur la musique. Genre, il y a des fois tu l'es complètement et t'es totalement aligné. T'as l'impression que tout se comprend. Et des fois où tu le perds. Et ça, je le fais aussi dans la nature. Et ça, c'est trop bien parce que quand tu danses dans la nature, là, c'est le même processus, mais avec encore plus de paramètres. Donc, le vent, le sol, le soleil, la lumière, les gens qui passent, les animaux, enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, j'aime bien parce que c'est un peu un équilibre à trouver. Et une fois que tu as le geste parfait, ça dure pas longtemps, mais c'est un peu une sensation qui te comble pour je sais pas, une petite semaine, tu vois. Quand même. Ouais. Et tu cherches aussi le geste parfait quand tu danses juste dans ta sphère privée? Ouais. Mais moi, la danse, j'ai un rapport. Initialement, j'ai vraiment un rapport de plaisir à la danse. J'ai fait beaucoup de sport en compétition et la danse, ça en fait pas partie. Donc quand je danse, c'est vraiment beaucoup d'impro pour retrouver cette fascination de juste, tu te mets une musique et pendant 1 heure, tu vas danser et en fait, tu trouves des gestes, enfin, personne ne te les a jamais montrés. Enfin, c'est bien de toi et tu l'avais jamais fait. C'est incroyable comme sensation. Et après, pendant quelques temps, quelques semaines, tu continues un peu d'explorer cette dynamique, puis tu te lasses et tu vas vers un autre, mais après, ça crée ton vocabulaire de danse à toi. Et quand tu danses avec les autres, c'est pareil.
leurs gestes s'immiscent dans ton corps, mais parfois je m'en rends pas compte. Donc là, par exemple, je danse beaucoup en ce moment avec une danseuse électro du collectif qui s'appelle Tiané. Et en fait, je me suis rendu compte que je fais pas de l'électro, mais qu'en fait, il y a des gestes dans ma manière de danser qui sont un peu rentrés, des gestes d'elle. Et là, donc, tu disais que le public, parfois, peut aussi s'émerveiller en vous voyant. Comment tu décris ce qui se passe chez les gens quand ils voient que vous dansez ou que toi, tu danses seul? Qu'est-ce qui fait jaillir une émotion? Est-ce que c'est rapport vraiment à ton geste ou c'est le moment ou c'est la situation dans laquelle ils se trouvent? Faudrait leur demander. J'imagine. Mais après, toi aussi, Ouais. peut-être que Non, mais en spectatrice, tu as eu ces sentiments-là. oui. Je pense que c'est un cocktail, tu vois. C'est pas un geste qui crée le mouvement, mais ce qui est intéressant dans la danse, c'est le côté mimétique. Donc, enfin, je sais pas, on a tous nos neurones miroirs. Donc, quand on voit quelqu'un manger, dans notre cerveau, il se passe exactement la même chose que si on était en train de manger. C'est quand même fou. Et quand tu vois quelqu'un bouger, ton cerveau, il fait pareil. C'est d'autant plus fort que que t'as aussi cette activité. Donc, par exemple, quand un pianiste regarde un pianiste jouer, dans son cerveau, il se passe la même chose. Alors que moi, je suis pas pianiste, donc ça va moins me créer de similarités. Sauf que l'avantage de la danse, c'est quand même que tout le monde bouge son corps, même si tout le monde ne danse pas. Et le sentiment de mimétisme, enfin, je pense pas, quand tu regardes quelqu'un danser, tu t'identifies tout le temps. Tu sais, les gens, ils disent tout le temps, je pourrais tellement pas faire ce que tu fais, tu vois. Donc, il y a une espèce d'identification, mais un peu de mise en mouvement aussi par l'esprit, et que je trouve intéressante. Et après, sur l'émotion, je sais pas, je pense que c'est un cocktail, tu vois. Parfois, tu vas voir un spectacle de danse, tu t'endors parce que t'es fatigué, donc t'étais pas, genre, adapté, tu vois. En fait, t'étais pas prêt à le recevoir. Mais c'est un cocktail de plein de choses. C'est les interprètes, les chorégraphes, la musique aussi, beaucoup, la composition, la lumière, la scénographie. On essaye toujours de passer par différentes on parle beaucoup en cours d'émotions quand on crée, pour qu'on se fasse pas chier, quoi, pour qu'on passe un peu de trucs drôles à des trucs doux, à des trucs plus agressifs, comme ça. Je sais, ouais. Donc toi, tu sens des différences entre chaque performance? Déjà, toi en tant que danseuse, et puis ensuite, en fonction de ce que les gens ressentent? Ouais, je trouve qu'il y a une atmosphère qui se développe, enfin, qui se sent quand quelque chose s'est bien passé et que les gens, je sais pas, ça fait, tu sais, ça t'applaudit d'un coup, un peu comme si ça se levait comme ça, et tu le sens quand t'as bien dansé, tu le sens quand les gens étaient réceptifs, je trouve. Mais c'est incroyable d'ailleurs, c'est un peu dans l'invisible. Enfin, je sais pas comment dire, c'est impossible de créer un lien de cause à effet et de dire ça crée ça, mais juste il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère, mais qui est pas pour autant inexistant. En fait, j'ai pensé à ça parce qu'en ce moment, je travaille sur le visible et l'invisible, notamment chez Merleau-Ponty, mais même dans plein de penseurs pas occidentaux. Et dans l'Occident, l'invisible, c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qui est irréel, mais, ou imaginaire, ou magique, ou des trucs comme ça. Mais l'invisible existe. Enfin, j'ai l'impression que parfois, dans ce truc d'atmosphère où tu te dis pas, je veux dire, il y a pas un truc matériel, tu vois, de genre on a dansé, les gens se sont standing ovation, trop stylé. Mais pourtant, il s'est passé quelque chose et c'est impossible à expliquer. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Est-ce que tu as le sentiment que certaines personnes vont avoir une sensibilité plus ou moins marquée par rapport à l'art? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont totalement hermétiques à ce que Mm. est-ce que tu peux essayer de transmettre? Alors ça, sur les différents publics qu'on a, on a quand même des publics très différents. Comme du coup, on fait des trucs enfin, des créas sur l'écologie. Parfois, on va danser à des festivals sur l'écologie. Et là, les gens, c'est pas un milieu forcément artistique, tu vois. C'est un truc où il y a plein de conférences. Et les gens, du coup, quand ils voient un truc de danse, ils sont hyper contents, quoi. C'est vraiment, il y a pas beaucoup d'esprit critique parce qu'en vrai, comme ça change, et ils sont en mode wouh. Euh, mais après, sur les publics artistiques, bah oui, en vrai, c'est quand même, c'est toujours danser devant des pairs ou d'autres danseurs, d'autres chorégraphes qui te font des retours. Il y a c'est plus précis, on va dire. Et après, sur hermétique, ça me fait rire cette question parce que récemment, j'ai discuté avec un mec, c'est vraiment un penseur politique, stratégie politique, stratégie de militantisme et tout, qui conseille beaucoup de personnes connues sur la politique et qui me disait, moi, je suis complètement hermétique à l'artistique, voilà, il lit que des essais, enfin vraiment, tu vois, les trucs conceptuels et tout. Mais en fait, je vois bien que ça fonctionne et du coup, ça m'intrigue. Donc, il me posait plein de questions sur ça parce que lui, il pense toujours en stratégie, mais il voit que ça fonctionne, donc il essaye un peu de se créer cette sensibilité pour comprendre un peu pourquoi, qu'est-ce que ça fait aux gens. Ça me faisait rire. Et tout à l'heure, tu parlais de danser dans la nature. Est-ce que tu as le sentiment que ça t'aide
à reconnecter à la nature d'une certaine manière? Comment est-ce que tu envisages la nature quand tu te retrouves Ouais. dans ce cadre pour danser? Bah, danser dans la nature, c'est une manière de habiter. Mais en fait, il y a une continuité entre danser dans la nature, la ville, enfin peu importe. En vrai, dans la ville, il y a des parcs. Enfin, la nature et la ville, c'est pas spécialement distinct, on va dire. Mais c'est un moment assez. Moi, c'est des moments de recherche, c'est des moments agréables, quoi. J'aime pas être enfermée des heures dans un studio, c'est super chiant. Vaut mieux aller danser dehors, quoi. Et oui, tu t'habites. Et ce qui est cool dans danser, c'est que, enfin, moi, j'ai beaucoup couru dans la nature, genre dans la forêt, marché parfois, avec un peu d'ennui. Mais danser, c'est s'arrêter à un endroit, le choisir parce qu'il y a des critères qui nous correspondent, genre le sol et tout, et y rester et l'explorer. Donc c'est une autre manière d'habiter, tu vois. Je sais pas, c'est comme un oiseau qui choisit un arbre et qui y reste pendant, je sais pas, une demi-heure. Donc j'aime bien ce rapport-là d'habiter un espace et de pas être juste en mode spectatrice, tu vois, genre je fais une balade, je fais mes photos, je regarde les animaux, tu vois, comme si j'étais extérieure. Là, c'est chez moi aussi, je prends mon espace et voilà. Nous, on t'a connu par le biais du documentaire Pourquoi on se bat que t'as fait avec Camille Etienne. Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur ce que t'as vécu pendant cette aventure? Ouais, il s'est passé plein de choses pendant ce documentaire. Déjà, c'était sympa de. Enfin, je trouvais ça intéressant de mettre de la danse dans un documentaire et en plus de pas la justifier. C'est-à-dire que les moments de danse, ils arrivent et ils arrivent au milieu d'une interview. Enfin, il n'y a pas en mode cette danse illustre, machin. Enfin, tu vois, genre, c'est chiant. Donc c'était pas mal. Et j'aimais bien parce qu'il y avait un rapport au corps de manière générale, quoi. On a quand même pris un bateau pendant 2 semaines. C'était assez éprouvant, l'Atlantique Nord. C'est pas, enfin, si vous faites un peu de navigation, vous savez, mais c'est assez perturbé, on va dire. Milieu hostile. Voilà, milieu hostile. Et du coup, bah, on était malades, il faisait très froid. Après, on allait mieux. Surtout toi et Solal, apparemment. Non, Camille aussi était super malade. Non, on était tous les trois pareillement malades. Avec Camille, on s'est juste mis à cuisiner à un moment. Du coup, on était encore plus malades. Enfin, on s'est dit, allez, ça va mieux. On a coupé un oignon. Et ouais, mais ça pendant les 4 premiers jours. Et après, c'était mieux parce que du coup, on allait mieux. Et en fait, c'est pareil, t'as plein de rencontres, tu vois, avec plein de cétacés. Notamment, enfin moi, le moment le plus beau, c'est la rencontre avec le cachalot parce que je venais de lire un livre sur les cachalots que j'ai fermé. Et là, ils ont crié cachalot. On était débarqué en courant sur le pont avec une chaussette comme ça, tu vois. Et enfin, incroyable. Et j'aurais jamais pris autant de. Enfin, j'aurais pas été si heureuse si ça avait été au début de la traversée, si j'avais pas lu tous les trucs sur les cachots. Enfin, il y a vraiment ce truc de, t'es dans un endroit, du coup tu te renseignes, du coup t'aimes encore plus, et du coup quand tu le rencontres, mais c'est vraiment le truc de ta vie, tu vois, c'est incroyable. Alors que sinon t'as un rapport plus de spectateur et tout. Bref. Du coup, il y avait ces moments-là. Après, sur les glaciers, enfin, en fait, c'était très éprouvant physiquement de manière générale, puisqu'on était hyper à l'arrache aussi. On faisait tout nous-mêmes. Enfin, moi, j'organisais toutes les rencontres avec les scientifiques. Du coup, fallait, tu sais, caler des rencontres quand t'arrives en traversée, c'est compliqué parce que tu peux pas donner de date, quoi. Tu sais pas exactement quand tu vas arriver. Enfin, bref, eux, c'est des glaciologues. C'est pareil, ils sont dans leur petit trou, quoi. Aller faire leurs mesures et tout. Donc c'était grave ça. Et puis, pareil, le retour, c'était le bazar. Je m'étais trompée de date pour les billets de train, donc on est rentré en stop depuis le Danemark, en bref. Donc ouais, c'était assez éprouvant, mais au moins, en termes d'expérience physique, c'était rempli. Camille Etienne, je ne sais pas depuis combien de temps tu la connais, est-ce que vous êtes rencontrés à Sciences Po, et quelle influence elle a eu sur toi, et aussi toi, quelle influence tu as pu avoir sur elle, chacune dans aussi vos domaines. Ouais. Camille, on se connaît depuis longtemps. Enfin, en fait, on était en même classe quand on est rentré à Sciences Po. Et voilà, on était très copines avec une autre amie et on passait notre temps en bibliothèque à réviser, à péter des câbles et à se dire on va partir en voyage. Donc on partait en voyage en sac à dos, c'était marrant. Donc pour moi c'est plus une amie. Et elle du coup à côté des cours elle était très engagée plutôt sur les droits humains à l'époque. Et nous en fait on s'est rendu compte qu'on était un peu les deux écolos de la classe quoi parce que enfin je sais pas les gens ils s'intéressaient pas trop à ça quoi, ils s'intéressaient plus à Napoléon, je sais pas. Non, et du coup, après, elle est partie en Finlande quand moi je suis partie en Colombie. Et du coup, elle est rentrée plus tôt et c'est le moment où il y avait les marches pour le climat en 2019. Donc, elle s'est beaucoup investie dans les marches pour le climat, dans le militantisme à ce moment-là. Et elle a pas mal changé de vie aussi, enfin, de décider de plus prendre l'avion et tout.
Et moi, du coup, pendant toutes les 3 premières années, je cherchais un peu comment faire. Enfin, j'essayais de m'investir dans plein d'assos, mais souvent, ça me plaisait pas trop. C'est toujours difficile de trouver le bon discours. Et voilà, j'avais envie de le faire par le moyen artistique, mais trouver le bon angle et tout. Et pendant ce temps-là, je me suis beaucoup plus investie sur un autre type de militantisme qui est la place des femmes dans le sport, parce que je fais du rugby. Et donc j'ai beaucoup monté de projets, milité pour ça, pour des trucs très pratiques de place, de terrain, de matériel, des trucs comme ça. Et c'était hyper passionnant, j'ai adoré. Et du coup sur l'influence mutuelle, bah je sais pas, enfin, c'est des influences d'amis quoi. Tu te nourris de discussions, de rêves, de plein de choses. C'est dans ce que tu dis finalement depuis tout à l'heure, c'est que bah, quand tu es avec le collectif Minuit 12, c'est tes amis aussi. Quand tu es avec Camille Etienne, que tu pars faire un projet, c'est aussi une amitié. Tout ce que tu entreprends aussi, tu as besoin de ce rapport d'amitié avec ceux avec qui tu les fais. Ouais. Ouais, mais en fait même je pense que c'est une preuve d'amitié. Je pense que c'est un peu les gens qui savent pas exprimer leurs sentiments d'amitié, ils travaillent avec leurs amis. Je sais pas, c'est une forme d'expression. Enfin moi mes amis par exemple, c'est mes copines du rugby. Bah, je sais pas leur dire autrement que de jouer au rugby, tu vois, enfin avec elles. Donc j'aime bien ce truc de travailler avec c'est presque maladif, je sais pas. Non, parce que je pense que j'aime bien travailler aussi, donc je vois plus mes amis si je travaille avec eux. C'est tactique en fait. Ouais, c'est ça. Et donc tu disais que dans ton entourage, il n'y avait pas vraiment de danseurs ou d'artistes. Dans ma famille, ouais. Dans ta famille, enfin plutôt dans ta famille, quelle était leur réaction quand tu leur as annoncé? Je pense que c'était très progressif, donc ils se sont peut-être fait, mais est-ce que ça a été plus difficile ou au contraire, t'as eu un soutien? Non, ma famille, ils sont très sympas, hein. Genre, ils veulent juste qu'on soit heureuse et tout, tu vois. Donc, juste, c'est plus sur les formats de travail. Genre, tu vois, le travail, c'est le salariat, c'est 35 heures, c'est un contrat, c'est pas l'intermittence, enfin, le freelance, les trucs comme ça. Donc, le travail, c'est un travail rémunéré, et c'est un travail pénible. On peut pas prendre du plaisir dans son travail. Enfin, il y a quand même cette idée que le travail, c'est pénible. Après, je pense que c'est parce que essayer d'avoir un travail qui est pas pénible, c'est peut-être un peu idéaliste ou j'en sais rien. Je sais pas. C'est quand même. Moi, j'essaye de leur dire que c'est quand même une idéologie, que le travail c'est pas forcément rémunéré, que quand on fait du bénévolat, on travaille, que tant qu'on s'en sort, qu'on arrive à vivre, on peut très bien travailler 20 heures, pas gagner beaucoup, mais le reste du temps travailler aussi. Donc c'est plus sur les formats de travail. Et après, moi, c'est plus sur le militantisme où parfois ça crée des c'est pas des conflits, mais c'est plus des conceptions, tu vois, le truc de que les militants c'est des citadins et que ils donnent des leçons aux urbains, aux ruraux. Et ça les saoule. Mais moi, je suis en mode, mais moi, je veux pas donner de leçons. Genre, justement, ils m'écoutent, tu vois. Mais bon, en fait, à partir du moment où tu pars étudier à la ville, tu seras toujours le citadin et c'est du coup pas facile. Mais je pense qu'il y a, enfin, il y a une justification, tu vois, si t'es là, la nature, c'est que quand tu vas en vacances et que tu fais des randos et que t'en as une vision ultra idéalisée tout le temps, genre, c'est pas un bon rapport non plus, tu vois. Je pense que à terme, c'est pas vraiment possible de vivre en ville et avoir un discours sur la biodiversité, sur la nature. Du coup, c'est plus ces discussions-là qui animent un peu les débats parfois. Et comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te projettes professionnellement et pour trouver un équilibre finalement entre le travail non rémunéré, le travail rémunéré? Est-ce que c'est des questions que tu te poses ou pour l'instant tu te laisses un petit peu Ah porter? si, c'est un enjeu central, la rémunération, parce qu'il faut vivre, quoi. Mais en gros, quand on s'est lancé à fond un peu dans le collectif, on s'est dit on va galérer pendant 2 ans, donc faire des petites tafs. Et après, ça va aller mieux. Donc là, après, c'est une question d'avoir l'intermittence. Donc, la France, c'est quand même incroyable comme pays. Donc, tu cotises beaucoup, mais quand t'as assez d'heures, t'as une intermittence. Donc, t'as une sécurité d'emploi, en quelque sorte. Et voilà, moi, je m'en fous de gagner des milliers de cents. Je veux juste vivre et pas trop être ric-rac quand même, parce que je sais pas, on n'avait pas non plus beaucoup de sous et tout quand j'étais petite, donc c'était un peu galère. Et ma mère m'a toujours dit c'était bien d'avoir un matelas, et genre je pense que c'est bien de pas être trop idéaliste aussi, tu vois, sur le rapport à l'argent et tout. Et donc si, c'est une énorme question, enfin c'est un énorme enjeu, mais même d'indépendance, tu vois. On s'est dès le début dit, on n'a pas fixé grand chose dans le collectif, mais le seul truc qu'on a fixé, c'est qu'on préférait faire un job alimentaire
que accepter des partenaires avec qui on voulait pas travailler. Parce que en vrai, ça empiète ta créativité. Enfin, ça empiète tout, quoi. Genre ta liberté. Si c'est un peu l'espace que tu crées pour faire quelque chose que tu penses vraiment, que tu as envie de tester artistiquement, enfin, c'est ton espace de liberté et que tu te mets à le pervertir pour des financements, bah, ça sert à rien. Enfin, moi, je suis d'accord de pervertir sur d'autres endroits. Un job alimentaire, souvent, tu te pervertis, tu travailles pas forcément avec les gens que tu veux. Enfin, tu vas pas travailler avec les gros industriels, si tu veux, mais c'est pas ton idéal de vie, tu vois. Mais pas dans le projet que tu montes avec tes amis, avec tes idéaux. Par rapport à cette notion de partenaire industriel, on sait que tu as beaucoup travaillé sur la toile Total. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, ce qui t'a motivé à te lancer dans ce projet-là? Ouais, la toile Total, c'est une installation avec une grande toile d'araignée qui cartographie en quelque sorte les liens de Total Energy avec tous les secteurs de la société, donc le milieu culturel, le sport, enfin les événements sportifs, les universités, la recherche, les banques, l'assurance, les lobbies, l'État français. Bref, c'est très très large. Et du coup, ça c'est venu en fait, de moi, la manière dont je cartographie les choses quand j'essaie de comprendre une situation, c'est donc très avec des liens. Je fais beaucoup de dessins, de schémas et tout. Et du coup, j'essayais un peu de comprendre et que ça me rendait ouf en fait. À chaque fois que j'allais à un endroit, je voyais Total. Tu vas au Louvre, on te dit ah c'est le premier mécène du Louvre. Tu vas à l'Institut du Monde Arabe, tu vois le petit logo Total. Tu vois le film de Yann Arthus Bertrand, tu vois le logo Total. Je me dis mais ils sont partout. Et comment ça se fait que en 2021, t'as l'Agence internationale de l'énergie qui dit plus de nouveaux projets fossiles et que Total Energy, 80% de leurs investissements, c'est dans des nouveaux projets fossiles. Genre, comment c'est possible? Enfin, qui cautionne ça? Qui laisse passer ça? Et en fait, du coup, j'ai essayé de un peu comprendre leur stratégie d'influence, qui est très insidieuse. C'est vraiment des rapports de pouvoir, des rapports d'entre-soi du 440 aussi. France, quand tu mets un pied dans Total, tu mets un pied dans le 440. Et j'ai essayé de le cartographier parce que ça m'énerve que ce soit une information qui est en soi qui est publique. Enfin, tu peux trouver quasiment tout sur Internet, mais c'est dur de la voir et de la comprendre. Et t'as l'impression que c'est compliqué. Et en fait, comme tout est compliqué, que la nature des liens est différente, parfois ça passe par la fondation, parfois c'est du sponsoring, c'est compliqué à comprendre. Du coup, c'est une forme de manque de transparence, tu vois, pour les gens, juste. Et du coup, voilà, j'ai essayé de le cartographier pour que les gens puissent se balader au milieu et un peu comprendre. Et en fait, t'es attiré par un truc parce que tu vois le nom de ta banque, tu vois le nom de l'université où ton cousin étudie. Donc, tu vas voir comme ça les liens et tu te dis, ah ouais, ok, les fous, ils sont partout. Et mais tu te dis aussi que c'est possible de rompre ces liens-là, que c'est vraiment une stratégie d'influence qui est assez efficace, mais en mettant de la pression, on peut les rompre. Par exemple, les militants, donc sur le projet ICOP, on fait une énorme campagne pour que les banques n'investissent pas, décident de dire publiquement qu'elles investissent pas dans ICOP. Pareil pour les assurances. Du coup, le projet ICOP a pris énormément de retard, ça coûte énormément d'argent à Total Energy. Potentiellement, on va réussir à l'arrêter, ce serait bien, mais donc ça, c'est possible. Et pareil sur les universités, les étudiants se sont pas mal mobilisés. Polytechnique, qui est quand même pas le haut lieu du militantisme en France, se sont mobilisés parce que il allait y avoir un énorme centre Total Energy en plein milieu de l'école. À Sciences Po, c'est pareil, c'était financé par Total Energy, le contrat a été rompu. Même à HEC, maintenant, il y a des étudiants qui ont bloqué des stands, donc même dans l'antre du capitalisme, on arrive à bloquer. Donc c'est possible. Et là, je travaille sur ça aussi, sur un peu la continuation militante de comment on travaille à détricoter cette toile. Tu as parlé de l'exemple d'ICOP. Ouais. Est-ce que ce genre d'action, vous sentez que vous avez une influence et un impact? Ça donne de l'espoir aussi. Et est-ce que, d'une manière générale, tu es, en tant qu'artiste, optimiste et en tant que Jade Verda aussi? Alors, est-ce que ça fonctionne? Je trouve que donc il y a plein de modes d'action militante et du coup, nous, on rentre dans une case qui permet de toucher un public qui n'est pas touché par d'autres, même si c'est très complémentaire. Donc, par exemple, tu as les modes d'action en désobéissance civile, ou je sais pas, par exemple, du balance, de la peinture et tout. Ça, c'est très clivant, mais nous, ça nous permet ça crée une fenêtre d'Overton. Donc, en gros, ça pousse la radicalité, mais ce qui fait que plein de gens, un peu genre intéressés par le sujet, mais pas trop militants, disent bon, ça j'aime pas, c'est trop radical, mais vous, c'est vachement bien. Alors que s'il y avait que nous,
bah, ils diraient: «Bon, qu'est-ce que vous faites à danser dans la tour Totale? Ça sert à rien et tout». Du coup, on arrive un peu à chercher ces publics qui sont assez méfiants du militantisme, mais qui, en vrai, se laissent beaucoup plus amadouer par l'artistique, alors que le propos est le même. Donc sur la stratégie, tu peux pas dire que ça fonctionne, tu peux pas voir la cause tu peux pas faire un lien direct, mais en tout cas, je pense que ça fonctionne dans sa globalité avec la stratégie globale de Stop Hip Hop en France. Et toi, ta deuxième question, c'était... Et est-ce que toi, t'es optimiste quand même en tant qu'artiste déjà, et ensuite en tant qu'aussi Jade Verda? Du coup, bon, la question de l'optimisme, je pense que, en tout cas, il faut pas se poser la question en mode est-ce qu'on va réussir ou pas, parce que plein de gens se la posent comme ça, et du coup, effectivement, c'est très déprimant parce que ça avance jamais assez vite et tout ça. Mais en fait, c'est pas une question de soit on est à 3 degrés, soit on est à 1,5. C'est si on n'est pas à 1,5, faut qu'on vise le 1,6. Enfin, chaque degré compte, et il y a pas de question de... Tu sais, c'est comme tu fonces dans un mur, t'as le pied sur l'accélérateur, tu peux ralentir, quoi. Le mieux, c'est d'arrêter. Tu vas te prendre moins fort le mur, mais genre, enfin, pour moi, c'est pas une question vraiment d'optimisme, c'est une question de, je sais pas, d'instinct de survie, tu vois. Genre, je pense que toute personne saine qui a un peu un instinct de survie est obligée de faire quelque chose. C'est un peu une nécessité. C'est pas, ouais, c'est ça, t'es en train de foncer dans un mur, t'es pas en mode si j'enlève, ça va être la joie de fou, tu vois. C'est juste, instinct de survie. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi, c'est que tu dis, si t'as un minimum de conscience, tu te dis c'est pas possible de continuer. Mais en fait, bon là, on a parlé pas mal d'écoles parisiennes, on a parlé d'un certain milieu. Est-ce que justement le rôle de l'art et de la danse, ce que tu produis, c'est pas de reconnecter un peu aussi avec tout un pan de la population qui se sent pas impliqué et qui se sent pas concerné et qui se dit mais moi c'est pas mes priorités aujourd'hui. Ça, sociologiquement, c'est assez... donc en France, mais enfin, dans les pays riches, le militantisme est porté quand même en majorité par des gens assez éduqués et enfin, qui ont pas mal d'argent. Mais les gens les plus écolos dans leur pratique, c'est les classes les plus populaires. Donc peut-être que ces classes populaires parfois ne se sentent pas concernées, mais parce qu'en réalité, tout le monde est occupé à sa vie, à son taf, à plein de choses à penser, plein de galères à vivre, et qu'il y a quand même un travail prioritaire à faire sur les gens qui sont riches et qui polluent le plus. C'est quand même très politique, et je suis pas... je pense pas qu'il y ait un peu donné des leçons à des gens qui ne s'engagent pas dans des assos, alors qu'en vrai, ils ont plein d'autres trucs galères à gérer dans la vie. Même si, par contre, il y a un vrai truc de représentativité. Par exemple, j'ai un très bon ami qui s'appelle Ferris Barkat, qui a cofondé Banlieue Climat. En vrai, c'est hyper intéressant parce que il y a vraiment ce propos de dire, déjà on est les premiers touchés parce qu'on vit dans des logements qui sont insalubres, donc on a beaucoup plus de problèmes des problèmes de santé, problèmes d'alimentation, et donc d'un peu juste se réapproprier un sujet qui te concerne et qui te regarde vraiment en premier lieu, et on parle pas à ta place. Donc ça c'est... Ouais, ça c'est un aspect important, mais du coup moi je me vois pas comme un rôle d'éducatrice, de sensibilisation. Je me vois plus comme vraiment faire pression sur en vrai, les gens qui décident, donc les politiques, les industriels, pour la responsabilité qu'ils savent qu'ils ont. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de détruire et pour quelles raisons, c'est-à-dire leur profit et leur intérêt individuel. Donc pour moi, c'est une attitude assez criminelle. Le but, c'est quand même de créer un rapport de force. Et que quand, par exemple, ils essayent de diffuser, tu vois, des images, une image d'un militant qui serait un terroriste ou je sais pas quoi, genre, tu peux pas dire... Enfin, genre, nous, ce qu'on diffuse quand t'as des artistes qui se mobilisent, quand les gens dansent et tout, enfin, c'est une image qui est impossible à diffuser, c'est complètement fake, donc c'est quand même un combat stratégique d'image. Et aussi parce que le milieu artistique, c'est aussi le milieu de potentiellement là où tu vas censurer, où tu vas pas censurer. Et en France, c'est assez dur parce que la structure du monde culturel est donc très financée par les riches, dont par exemple la Fondation Pinault. Donc en fait, quand t'es artiste, t'es jeune artiste et que t'as envie que ton travail soit reconnu,
tu vas pas faire un truc trop militant parce que en fait, potentiellement, ça va nuire à ta carrière vu que qui dirige ta carrière, c'est la Fondation Pinault. Mais en même temps, moi, mon parti pris, c'est de dire aux artistes, vous pensez que ça ferme des portes, mais en réalité, ça en ouvre d'autres. Et c'est vrai que ça en ouvre d'autres parce que du coup, maintenant, les institutions essayent de un peu prendre leurs responsabilités à bras le corps. C'est le cas du musée d'Orsay avec qui on travaille là. Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville, ils essayent un peu de trouver leur place dans ce militantisme. Il y a plein de gens dans les institutions qui sont pas bêtes, qui ont envie de faire quelque chose et qui ont envie de ce dialogue aussi. Et donc tu parlais aussi de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui les artistes, ils ont un rôle à jouer? C'est une responsabilité à jouer ce rôle dans ces enjeux du XXIe siècle? Et est-ce que ils ont aussi un danger qui les guette, c'est que ils soient utilisés par leur performance, par l'aura et puis l'influence qu'ils ont, justement pour faire du greenwashing par certaines entreprises. Ah oui, c'est exactement l'enjeu des artistes. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'avais l'impression que les artistes étaient vraiment pas très engagés. Et en fait, quand tu parles avec avec tout le monde est en majorité quand même hyper sensible à ces questions. Plein de danseurs ont envie de danser pour cette question. Et c'est juste que déjà, enfin, ils essayent de se faire leur place, ils passent par là, faire des auditions. Genre, c'est dur, quoi, comme métier. Et après, effectivement, t'as ce problème du greenwashing. Parce que bon, c'est pareil, la Fondation Pinault, ils font une grande expo un peu sur le vivant, tu vois, des trucs comme ça. Nous, par exemple, on vient nous chercher pour notre créa sur l'eau. Souvent, enfin, ça les intéresse. Mais par contre, tu vois, citer les entreprises responsables et tout ça, c'est... Tu vois, il y a des acteurs qui ça les intéresse quand on fait un truc un peu métaphorique, un peu onirique, mais quand on cite vraiment les responsables, ah non, ça c'est un peu trop, tu vois. Donc ça c'est chiant. Mais on y travaille et en vrai, j'ai l'impression, enfin moi mon but c'est de ramener le plus possible d'artistes, enfin voilà, qui sont très forts dans ces questions-là, pendant juste créer des récits, créer des images, et que médiatiquement l'image de l'écolo elle soit peut-être un peu plus stylée, tu vois, un peu, qu'on se fasse un peu moins bouffer par ce que du coup les médias et ceux qui dirigent les médias et qui les détiennent ont envie de diffuser comme image de l'écolo. Donc ça va être l'écolo terroriste ou l'écolo un peu babos, ou l'écolo bobo, tout ça, alors que en réalité, quand on côtoie un peu ce milieu, c'est pas du tout le cas. Les gens viennent de plein de milieux, c'est hyper, enfin c'est impossible de réunir sous une seule stratégie et une seule sociologie. Mais en tout cas, c'est ce que certaines personnes veulent faire croire. Et est-ce que pour toi, l'art est un moyen d'action concret? T'as pas peur parfois qu'on se perde un petit peu dans le monde des idées, et à l'heure où tous les voyants climatiques sont au rouge, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser ces leviers-là? C'est pas concret, mais de toute façon, l'art, c'est jamais très concret. Les seuls trucs concrets, c'est vraiment les trucs de production, comment tu fais tes costumes, scénographie, les transports des compagnies. C'est quand même important en vrai. Donc ça, c'est les trucs concrets. Mais par contre, les récits, moi, je pense que c'est vraiment fondamental et majeur. En fait, on a toujours l'impression que, tu vois, par exemple, le débat médiatique, il est très centré sur la question énergétique. C'est très chiffré, c'est très machin. C'est bien, mais enfin la question largement, c'est pas du tout ça, tu vois, c'est pas une question de quelle énergie on remplace par une autre. La question, c'est comment on habite le monde et comment on vit avec autrui, humain et non humain, tu vois. C'est quoi les rapports qu'on entretient entre vivants. Et ça, c'est une question hautement philosophique. Et en fait, faire de la philosophie et faire de l'art dans un truc où t'es vraiment dans une urgence, ça peut pas être hyper contre-intuitif parce que du coup, c'est pas efficace de prime abord. Mais en réalité, nos sociétés sont structurées par des idées. Par exemple, le capitalisme, le libéralisme, c'est des types qui ont écrit des livres et qui se sont enfermés dans le monde de l'idée pour structurer ça. Et nous, on a l'impression que c'est concret, quoi. C'est des mécanismes économiques, que c'est logique, que c'est pragmatique, mais ce pragmatisme, il découle d'une idée. Et quand on crée une société, je sais pas, quand on crée une république, par exemple, on fait une constitution avec des principes. On crée genre les droits de l'homme, on fait un truc avec les principes. Et les principes, c'est ce à quoi tu te réfères à chaque fois que tu prends une décision concrète. Et tu peux pas prendre de décision concrète sans principe. Et je pense que du coup, quand tu travailles sur en fait, je pense que c'est justement ultra nécessaire d'avoir ces débats de fond. Et quand quelque chose de grave se passe dans la société, quand
une guerre éclate, quand il y a, je sais pas, un énorme incendie dans une usine ou un truc comme ça, on revient toujours à des débats de principe de qu'est-ce que c'est faire société, qu'est-ce qui nous lie. Et même le Covid, c'était exactement ça. Les questions mais même les questions de vie ou de mort, c'est quoi le deuil? Est-ce que c'est quoi la priorité? C'est quoi les commerces de première nécessité? C'est quoi la nécessité? Et genre, c'est quoi la démocratie? C'est quoi la liberté? C'est quoi enfermer une société entière? C'est quoi l'état d'urgence? Et donc, en fait, au final, on y revient toujours. Et dans les situations d'urgence, on en revient toujours. Et en fait, comme on va connaître des situations d'urgence quand même de plus en plus récurrentes avec des inondations, des feux, il faut absolument qu'on pense à ça. Et je trouve que relire tous les auteurs post-Seconde Guerre mondiale notamment, et post-conflit grave, sur vraiment des questions d'éthique, de rapport à autrui, c'est assez primordial parce que c'est exactement les situations dans lesquelles on est confronté et on va être confronté. Donc là, je me suis un peu dérivée sur la question philo, mais sur la question artistique, c'est un peu la même chose parce que la question artistique, c'est vraiment quand tu crées, tu crées toujours parce que c'est quoi mon rapport au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter aux autres et à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire du monde? Et je pense que c'est vraiment exactement cette même question que tu te poses en permanence. Qu'est-ce qui te motive à créer? Quel est ton moteur au quotidien? Plein de choses me motivent à créer. Moi, ce qui me motive à créer, je pense qu'en vrai, c'est quand même de déjà avoir un cadre, genre d'être bien entouré, d'aller bien. Enfin, tu vois, c'est comme tout le monde, genre pour travailler, il faut aller bien. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, en fait, c'est plus qu'est-ce qui m'inspire. Il y a plein de choses qui m'inspirent et des choses très absurdes parfois. Surtout quand tu travailles sur des trucs un peu écolo, militants, c'est quand même assez technique. Enfin, je sais pas, par exemple, Total Energy, tu vois, c'est pas sexy, tu vois, on n'est pas en train de parler de poésie, quoi. Et donc, parfois, je vais à des trucs, genre, je vais à des conférences de presse et je me fais passer pour une journaliste et je prends des notes comme si j'étais une journaliste, quoi. Mais en fait, moi, je prends des notes d'idées. Mais va traduire un problème de minage des fonds marins pour aller chercher des métaux rares en artistique. Enfin, c'est genre, c'est pas du tout sexy. Et il faut un peu le traduire de manière émotionnelle, le truc. Donc, je vais comme ça. Et avec parfois le langage des journalistes, des militants et tout, je sais pas, il y a des petites métaphores qui pop, des idées et tout. Et même les luttes sociales, en vrai, ça m'inspire pas mal. Là, par exemple, avec le collectif, on travaille sur une création qui s'appelle La Baston, sur la désobéissance civile. Et en fait, on s'inspire beaucoup de comment donc toutes les personnes qui utilisent la désobéissance civile, je sais pas, bloquent une route ou ou je sais pas, les féministes font des collages dans la rue. Quand tu bloques une route, par exemple, donc tu t'assois, tu te lies et il y a des systèmes pour se lier pour que quand les policiers te délogent, ils galèrent à te déloger. Et le principe donc souvent de ces modes d'action-là, c'est donc la désobéissance civile non violente. Donc quand on réussit à te déloger, tu te débats pas. Donc en fait, franchement, c'est trop marrant. Les images, les militants, ils sont tout mous comme ça, et t'as les policiers qui les portent un peu à une jambe comme ça. Et du coup, nous, on s'inspire de ça pour faire des portées en danse. Donc on se fait des portées comme ça, on se déloge, quoi, et on s'accroche, et ça fait des effets de déco et tout. Donc et ça, c'est assez marrant comme type d'inspiration. Pareil, les colleuses, donc on s'inspire sur les gestes de mouvement de collage, les gestes de guetteuse aussi, du coup pour voir si la police arrive. Il y a pas mal de mouvements. En fait, avec ça, du coup, on a un peu creusé dans l'histoire de la désobéissance civile et notamment féminine et féministe, parce que beaucoup de femmes se sont mobilisées dans l'histoire sur des combats comme ça écolo. En Inde, par exemple, des femmes ont commencé à s'accrocher à des arbres. Il y a une histoire incroyable en Angleterre où c'était dans la lutte contre les centrales nucléaires. Les femmes avaient vraiment pris possession d'une centrale nucléaire. Elles s'étaient entourées, mais je crois, mais un truc genre 32 kilomètres. Elles ont fini à plus de 30 000 femmes. Enfin, c'était un truc de fou. Elles ont occupé le lieu pendant 30 jours. Et du coup, on s'inspire un peu comme ça, on regarde les images d'archives, de comment elles s'accrochent. Et par exemple, elles, pour pouvoir faire les 32 kilomètres, elles avaient mis des foulards aussi. Donc ça, elles pouvaient faire une ronde encore plus grande. Elles sont rentrées dans la centrale et elles ont dansé sur les réacteurs. Enfin, genre, elles ont un peu réinventé des modes d'action militants comme ça, de manière créative et de manière un peu loufoque aussi. Et du coup, on s'inspire de ça pour créer. Donc, moi, j'aime bien ces inspirations qui sont pas des inspirations artistiques à proprement parler, mais qui sont vraiment de l'ordre militant et comment les militants sont créatifs dans leur processus. Minuit 12, c'est un collectif exclusivement féminin. Pour toi, qu'est-ce que ça apporte
que ce soit exclusivement féminin comme ça? Bah, en fait, en théorie, c'est pas exclusivement féminin. Enfin, on n'a pas de ligne, mais c'est un constat qu'on est plus de filles. Il y a quelques garçons Il y a parfois quelques qui garçons quand même. traînent, ouais, dans le coin. Mais non, c'est quand même assez féminin. Et d'ailleurs, on se fait cette réflexion sur la création qu'on fait là, au musée d'Orsay, sur comment on choisit les danseurs et danseuses, du coup. Et au final, on est parti sur que des danseuses parce que ça faisait plus sens avec nos inspirations qui sont Nausicaa, Mononoke, donc les Miyazaki, George Sand. Et nous, ce qu'on est aussi, parce que du coup, on est plus des femmes et qu'on travaille pareil dans la désobéissance civile, c'est un crew de femmes. Mais parce que les danseuses du collectif sont des filles, mais c'est juste un constat. En fait, c'est un écoféminisme, mais de constat. Et quand tu regardes l'histoire de l'écoféminisme, il y a des grandes théories, tout ça, mais c'est beaucoup du constat que la lutte a beaucoup été menée par des femmes au début et ça l'est toujours. Et du coup, on commence un peu à mettre des mots sur le fait qu'on soit plus des filles et même en plus, on est quand même des femmes, mais qui viennent pas des mêmes univers à la fois sociologiques, mais aussi univers de danse. Personne n'a le même style de danse et ça, c'est vraiment un truc important dans Minuit 12 et vraiment très éclectique, quoi. On part du hip-hop à l'électro, au hacking, au contemporain, au classique. Et ça, cette diversité pour nous, elle est hyper importante parce que c'est ça qui fait la force d'un collectif aussi. C'est une forme artistiquement, c'est créatif, mais en termes de militantisme, c'est pareil. Tu réunis des gens qui se ressemblent pas, mais qui sont tous là un peu pour les mêmes raisons. Ça fait forcément des formats un peu différents et un peu nouveaux. En tant qu'artiste, tu as une liberté et tu y tiens beaucoup et une indépendance, mais aussi en contrepartie, peut-être que cette liberté, c'est lâcher la rambarde. Comment tu gères tes doutes? Est-ce qu'ils t'habitent tout le temps? Et est-ce que il y a pas des moments où tu te dis, je comprends pas du tout ce que je fais là, je suis en pleine anxiété ou J'ai pas d'anxiété, mais des doutes, j'en ai plein tout le temps, mais parce que c'est une pensée qui est en perpétuelle construction, débat, lecture, confrontation, plein de choses. Et ouais, de toute façon, j'ai jamais vraiment. Enfin, quand j'étais petite en primaire, j'ai écrit que je voulais créer mon métier, donc je pense que j'ai toujours suivi la ligne, on va dire, directrice. Donc ouais, c'est instable. Ce qui met le plus d'incertitude, c'est quand même la problématique financière, hein, de vivre, de vivoter, de stresser un peu de ça. Mais après, moi, j'en ai un peu rien à faire de ma carrière et mon avenir professionnel. Enfin, ça m'intéresse pas vraiment parce que, enfin, j'ai un peu un sentiment de vie ou de mort quand même. Donc, je pense que c'est un peu une réponse à l'anxiété, mais quand les gens sont anxieux, parce que, je sais pas, ils voient bien que le monde vivant s'effondre, que rationnellement, on voit bien qu'il va y avoir de plus en plus de crises, de conflits, tout ça, c'est un peu flippant. Mais du coup, moi, ma réponse à ça, c'est juste enfin, moi, j'ai vraiment un sentiment de mort imminente permanent, mais c'est trop bien comme sentiment parce que je pense que c'est un peu le sentiment des gens qui ont survécu à quelque chose. Je crois pas que j'ai failli mourir, mais pourtant j'ai ça. De faire les choses comme si vraiment, enfin, avec une sincérité profonde et un peu une urgence tout le temps de vivre. Donc, ouais, je m'en fous un peu de ma carrière et de l'avenir. Donc ça, c'est pas très, ça me crée pas trop d'anxiété. Et le doute, est-ce que par exemple le doute participe à ta créativité? ouais, bah oui, non, mais le doute, c'est incroyable. Bah, je pense qu'il se passe pas une seule journée sans douter. De même comment faire, comme, je sais pas, où danser, est-ce que vraiment la danse, est-ce que, enfin, je sais pas. Mais je sais bien, je pense que c'est un processus sain de douter. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes rêves? Si tu devais avoir un grand rêve ou des rêves qui t'animent pour le moyen terme, long terme, quel serait-il? Le seul rêve que j'ai pour ma vie, à moi, qui concerne pas spécialement d'autres gens, c'est vraiment un rêve un peu de solitude, d'avoir mon petit atelier face à la montagne et être tranquille. Mais bon, ça, je te fais toujours rattraper par l'urgence collective et le fait je sais pas, de pas vouloir vivre seul pour t'isoler, parce que c'est plus facile, peut-être. Mes rêves, non, mais après, j'ai des rêves, enfin, j'ai plus des idées artistiques que j'aimerais trop qu'on réussisse à faire un jour, donc d'avoir les moyens un peu les moyens de tes idées, notamment des grandes performances avec 400 danseurs, danseuses, mais du coup, plus de moyens, ou des performances dans la nature, beaucoup, parce que, du coup, je fais de la danse verticale aussi, qui est en gros une danse à la verticale, donc t'es accroché comme en escalade,
et tu danses contre un mur ou une paroi ou une falaise, peu importe. Et c'est incroyable comme sensation parce que t'as l'impression de voler. C'est un peu dur aussi, enfin ça fait mal et tout, mais une fois que t'as trouvé le truc, ça va. Et ça, j'aimerais bien développer des créations en extérieur, dans des falaises, et vraiment adaptées à des milieux naturels où tu ne devrais pas danser initialement. Donc c'est plus ça, parce que ça demande un peu des moyens, ça demande un peu d'argent. Du coup, j'aimerais bien qu'on réussisse à développer encore les choses du collectif pour pouvoir donner corps à nos idées. On a beaucoup parlé de rapport à l'autre. Enfin, on sent que tu entretiens beaucoup de liens dans les différentes sphères dans lesquelles tu évolues. Est-ce que tu considères qu'il y a eu une rencontre dans ta vie ou plusieurs rencontres qui ont été vraiment marquantes pour toi? Plein de rencontres. On fait beaucoup un jeu avec Camille, justement, on fait souvent un jeu. C'est un peu le contre-bitchage. Donc, au lieu de parler des gens pour les critiquer, tu parles des gens en disant pourquoi ils t'inspirent un peu. Et ça peut être des gens que tu connais et des gens que tu connais pas, donc un peu des idées que t'as sur des gens aussi. Et c'est trop marrant comme jeu. Et du coup, à force, je tiens une petite liste des gens qui m'inspirent et un peu pour quelles raisons. Et en fait, dans cette liste, je vois que ce qui ressort le plus, c'est quand même, au final, mes proches. J'ai essayé de mettre des gens connus, tu vois, des gens qui m'ont inspiré pour leur combat, Gisèle Halimi, mais sauf que tu sais jamais vraiment comment ils étaient humainement, du coup, t'as toujours un peu ce petit doute d'un jour être déçu parce qu'on va te dire, en fait, elle était insupportable, tu vois. Alors que les gens que tu côtoies, tu sais comment ils sont et tu sais pourquoi tu les admires. Et je pense que, moi, j'aime bien me raccrocher à ces personnes-là parce que c'est une forme de fidélité, tu vois, à un peu des principes que tu t'es fixé, des principes, je sais pas, que tu te fixes quand t'es petit, tu vois, des rêves d'enfant, genre, des promesses, genre, toujours jouer au ballon et tout. Et tu sais que si à un moment tu t'es écarté de quelque chose, genre, c'est un peu un curseur. Oscar Wilde disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Est-ce que tu as déjà ressenti ces deux états et qu'est-ce que cette phrase t'inspire? Ouais, il y a pas mal de gens qui disent que des gens passent au travers de leur existence en suivant un peu une routine et un truc à faire, c'est des ordres en mode je fais mon lycée, mes études, si j'en fais, je travaille, je fais des enfants et après je continue comme ça. Après, je suis pas aussi critique que ça. Je sais pas si on a besoin de tous avoir une vie extravagante et les vies extravagantes, parfois elles sont un peu destructrices aussi. Donc, mais après, moi ça me parle évidemment parce que du coup, j'ai l'impression que parfois ça me contente pas du tout de vivre simplement, de suivre un processus, mais je pense que c'est, je sais pas, des questions de personnalité ou d'histoire. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui ont besoin de vivre aussi intensément comme ça tout le temps, qui sont jamais calmes vraiment. Je sais pas. Tu t'inclus pas dedans? Si, moi j'ai besoin de vivre intensément, mais parfois je sais pas, je suppose que c'est parfois plus agréable de vivre autrement. Mais je suis pas critique. Je partage pas cet aspect critique je sais plus comment elle le formule, mais le fait de traverser, se contenter d'exister. Après, je sais pas ce qui met derrière, tu vois, si c'est juste avoir une existence, on dit banale. Moi, je trouve ça très bien, les existences banales. Après, se contenter d'exister, c'est plus, cette phrase, elle me fait penser plus, en vrai, aux gens qui dirigent ces grandes entreprises, là, les gens qui dirigent Total et je pense qu'ils vivent de manière très intense, mais qu'ils se contentent, de remplir leur ego, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose de l'existence. Si demain les Erreurs de l'Atlas pouvaient rencontrer quelqu'un d'autre, qui nous conseillerais-tu? J'ai une très bonne amie qui s'appelle Marie-Adèle, que j'ai rencontrée en 5e, on grimpait sur les toits. Et elle est incroyable, elle fait du stop depuis qu'elle a 15 ans, elle voyage partout, elle fait des études de médecine, mais depuis sa tente. Vraiment, elle lit ses cours dans sa tente, en voyage partout dans le monde. Il y a cette forme de liberté, de fureur, de vivre un peu. Et je sais pas, je l'ai toujours trouvée très étrange et très passionnante. Super, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis, puis à très vite. Très vite. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.